Je m'appelle Ronnie Broman, je suis médecin, membre de Médecins sans frontières depuis 1978. J'ai été président de MSF France de 82 à 94 et aujourd'hui je travaille avec la cellule de réflexion et de formation de Médecins sans frontières qui s'appelle le CRASH. Les informations au sujet du coronavirus sont toujours délicates à donner parce que c'est un virus dont on n'a eu connaissance que très récemment et dont on commence à découvrir les modalités de contamination et les particularités biologiques. Par exemple, on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait une souche ou deux souches, peut-être plus. On n'est pas sûr que les modalités, que la virulence d'une souche soit équivalente à la virulence de l'autre souche. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ce que l'on sait, c'est que la létalité est significative, mais pas énorme. Par exemple, le SRAS de 2002-2003 avait une létalité de 60%. Aujourd'hui, on estime que la létalité du coronavirus, enfin du Covid-19 pour l'appeler par son nom, est d'environ 2 à 4%. Mais 2 à 4%, c'est déjà beaucoup par rapport à la grippe qui est 10 fois moins létale. Je rappelle que la létalité, c'est la mortalité spécifique, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de cas décelés. La particularité inquiétante du coronavirus, du Covid-19, c'est qu'il peut circuler sans aucune expression clinique. Donc il y a des chaînes de contamination secondaires, par exemple après un cas importé, la personne va par voie aérienne contaminer des proches avec lesquels il peut y avoir une accolade, un serrage de main ou bien la transmission par les mains ou par des objets du virus. Et la personne contaminée va véhiculer le virus sans exprimer elle-même cliniquement des signes. Mais d'autres personnes vont être malades. Donc il y a un caractère invisible de la contamination qui est la source d'anxiété, voire pour certains de frayeur. Et c'est donc un problème sérieux. La létalité n'est pas énorme, mais elle est significative. Et la transmission est pratiquement invisible compte tenu des particularités que je viens de dire. D'où un état d'anxiété tout de même assez important et parfaitement justifié. D'autant plus que l'on peut voir, et c'est ce que l'on craint, des transformations par mutation du virus qui pourraient augmenter la virulence de celui-ci. Donc un virus aérien, c'est-à-dire qui se transmet par voie aérienne et qui plus est, et qui en plus est très virulent, voilà le schéma qui pourrait être très embêtant. D'où des précautions importantes qui peuvent paraître excessives, mais qui, à mon sens, sont dans l'ensemble justifiées. Le on, est-ce qu'on surréagit ou non? Il me semble que dans l'ensemble, les autorités ne surréagissent pas. Il me semble qu'elles prennent des mesures qui sont en rapport avec la situation, compte tenu des incertitudes, d'une part, et de la variété des situations. Selon qu'on a un grand nombre de cas ou quelques cas dans un endroit, on ne va pas nécessairement adopter les mêmes mesures. D'où cette tension entre, d'un côté, des mesures générales qui doivent s'appliquer à tous, parce qu'on est dans un état d'épidémie, le virus circule, par exemple en France, dans l'ensemble du pays. Oui, mais il ne circule pas avec la même intensité si l'on est en Alsace, dans l'Oise, en Bretagne ou en Provence, ou dans le sud-ouest. Et donc les mesures ne peuvent pas être exactement les mêmes. Il y a actuellement en France, et je pense que dans tous les pays qui vont être sévèrement atteints, ce sera le cas, des tensions, des incompréhensions, parce qu'il y a des incohérences apparentes entre un plan qui doit s'appliquer à tous et des modalités pratiques d'application du plan qui diffèrent selon les régions. Donc dans cette relative improvisation, il y a des contradictions qui sont, je pense, inévitables. Donc de ce point de vue-là, on ne réagit pas, on ne surréagit pas. En revanche, le comptage presque horaire des cas, des nouveaux cas, des cas hospitalisés, voire des cas létaux, ce comptage-là, lui, il est extrêmement anxiogène et sans doute excessif. On ne compte pas tout le temps
accidents de la route, les mortalités par la grippe ou par le cancer ou par l'infarctus, tandis que là, avec le coronavirus, on est tenu au courant de chaque nouveau cas et ça provoque forcément une inquiétude quand on voit par exemple 10 nouveaux cas ou 70 nouveaux cas qui apparaissent alors que il n'y a pas nécessairement lieu de s'inquiéter à cette échelle-là. C'est plutôt à l'échelle globale qu'il faut le faire. Donc il y a d'une certaine manière une surréaction médiatique qui peut entraîner une lassitude ou au contraire des effets de panique. Ça peut aller dans les deux sens. Et je crois que du côté des pouvoirs publics, en revanche, il y a une réaction qui me semble posée et rationnelle. Il y a bien sûr des mesures de coercition, d'interdiction, de confinement, qui sont le lot de toute épidémie aiguë, voire même également, d'ailleurs, on l'a vu aussi pour la tuberculose ou le sida, dans certains endroits, à certains moments, des mesures coercitives également. Là où il y a épidémie, là où il y a peur d'une expansion de la maladie, il y a nécessairement restriction de liberté individuelle. Là, on est vraiment dans un paradigme liberté contre sécurité, sécurité contre liberté, en tout cas tension entre les deux, avec lequel il faut fonctionner, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. Avec la contagion d'homme à homme, l'individu et la collectivité sont d'une certaine manière opposés. C'est triste, mais c'est une réalité objective avec laquelle il faut composer. À cela, il faut ajouter les conséquences, disons, collectives, disons, la diminution des mouvements, donc la diminution des activités sociales et économiques. Donc il y a une sorte de triangulation entre liberté, sécurité et continuité des activités. Et c'est dans ce triangle-là qu'on se trouve dans une situation épidémique. Mais au-delà de ces caractéristiques générales, ce qui est intéressant à relever aussi, c'est que les épidémies font ressortir des tensions, des contradictions, des relations particulières qui sont en général invisibles et qui là sont projetées sur la scène publique. Par exemple, vous mentionniez la question de la circulation des relations d'Israël avec son environnement. On voit quelque chose d'assez particulier sur la scène israélienne, puisque Israël a coupé pratiquement toutes les relations avec son environnement, mais il y a tout de même des va-et-vient constants de citoyens israéliens qui sont à l'étranger et qui ont, dans une zone contaminée et qui entendent revenir. Et puis des gens qui ont une double nationalité, franco-israélienne ou autre chose, et israélienne, mais qui vivent par exemple en France et qui vont en visite en Israël pour des raisons diverses. Eh bien, ces personnes n'ont pas le même statut. Et Israël expose sur la place publique quelque chose qu'elle cherche à cacher, à savoir que ses citoyens n'ont pas le même statut que d'autres, par exemple des juifs étrangers qui pensent être chez eux en Israël, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas le même statut lorsqu'ils arrivent là. Eh bien, cette petite tension qui, sur le plan idéologique, philosophique, politique, est extrêmement importante pour les citoyens israéliens et pour les gens qui se reconnaissent dans ce pays, eh bien, elle émerge et elle crée des conflits entre ceux qui se sentent exclus de la société israélienne et ceux qui, au contraire, y sont inclus. Je ne parle là que des Juifs israéliens, laissons encore de côté les Palestiniens israéliens, ce qui est encore une autre affaire. Et plus généralement, en période épidémique, on l'a vu à de nombreuses reprises, les relations de méfiance, ou en tout cas le manque de confiance dans les autorités sanitaires ou politiques, disons, dans les pouvoirs publics, ressort à chaque fois. On estime qu'il y a entre la moitié et les 2/3 des gens qui se méfient des consignes gouvernementales parce qu'ils les estiment dictées par d'autres raisons que celles qui sont avancées.
intérêt de laboratoire, intérêt économique, intérêt politique, etc. Donc, cette attitude de méfiance presque spontanée, instinctive, ressort également. Elle rend d'autant plus difficile l'application de mesures coercitives qui vont dans le sens de l'intérêt général, malgré tout. Donc, ces situations d'épidémie, elles mettent à jour toutes sortes de choses qui les rendent particulièrement intéressantes, même si, par ailleurs, situation d'épidémie, ça fait peur, c'est inquiétant, c'est problématique, ça peut entraîner des conséquences beaucoup plus importantes sur le indirect que direct. Par exemple, l'engorgement des services hospitaliers et l'arrêt des activités, par exemple des transports publics, peut entraîner bien plus de difficultés à la fois sanitaires, mais aussi de survie, que la maladie elle-même. Donc les conséquences indirectes d'une épidémie peuvent être plus lourdes que les conséquences directes. Par exemple, c'est probablement le cas d'Ebola, qui a causé, en gros, en Afrique de l'Ouest, 11 000 morts directs. Enfin, c'est l'estimation qu'on avance généralement, mais qui en a causé probablement plus, entre des accouchements qui ne pouvaient plus se faire à l'hôpital, des paludismes qui ne pouvaient pas être soignés, toutes sortes de pathologies sévères qui avaient besoin d'un traitement hospitalier et qu'elles n'ont pas pu recevoir. Eh bien, ça peut doubler ou tripler la létalité, mais de façon indirecte. L'OMS a toujours beaucoup de mal à s'adapter à des situations nouvelles. On l'a vu avec le sida, où l'OMS a été incapable de se hisser à la hauteur du problème que posait le sida, d'où la création, par exemple, de l'ONU-SIDA, alors qu'il n'y avait a priori aucune raison et que l'OMS était faite pour réagir là-dessus, et la création de plusieurs fonds ou de plusieurs entités pour traiter du paludisme et de la tuberculose et du sida, ou pour traiter d'Ebola ou des maladies émergentes, des maladies virales émergentes, qui sont un des très grands problèmes de santé publique du XXIe siècle. Ça ne fait absolument aucun doute, on le voit depuis une trentaine d'années. Bon, l'OMS aujourd'hui réagit, je pense, de façon à peu près correcte. On voit l'importance de cette organisation, mais on voit aussi par défaut l'importance. Par exemple, lorsque l'épidémie a commencé à battre son plein en Chine, l'OMS a été d'une complaisance vis-à-vis des autorités chinoises, n'a pas dit un mot sur l'opacité et les mensonges dont se sont rendus coupables les autorités chinoises, opacité et mensonges qui ont fait beaucoup pour l'expansion rapide de l'épidémie. L'OMS n'a pas eu un mot là-dessus. Donc, avec l'OMS, on a toujours, enfin moi personnellement, j'ai toujours des doutes. J'ai toujours des doutes parce que, d'une part, je reconnais, comme beaucoup, la très grande compétence de nombreux scientifiques, experts, médecins de l'OMS. Ça ne fait absolument aucun doute. Il y a des gens qui connaissent vraiment leur métier. Mais l'OMS est prise entre des intérêts économiques, type par exemple la fondation Bill Gates, qui en gros contrôle pour l'essentiel la politique de l'OMS, et ses relations politiques. Le directeur général de l'OMS a affaire en permanence à des ministres de la Santé, à des premiers ministres, à des présidents, et on sait que la déclaration d'une épidémie ou d'un problème pathologique particulier dans un pays a toujours une dimension politique très lourde, très pesante pour les gouvernements. Donc, entre réseau d'influence politique, économique et scientificité, mais également incertitude scientifique sur la marche des épidémies, les déclarations de l'OMS doivent toujours être prises avec un certain recul et avec beaucoup d'esprit critique. On peut imaginer que les pays qui ont un système de santé défaillant connaîtront d'autres problèmes que ceux des pays qui ont un système de santé relativement performant, disons, de type européen, pour le dire rapidement. Ce qu'on peut prévoir dans les systèmes de santé en Europe, c'est des moments et des lieux d'engorgement des services d'urgence,
parce que l'épidémie est relativement contagieuse, enfin le coronavirus est relativement contagieux, produit des effets de condensation, de concentration à certains endroits, et avec donc les 5 à 10% de cas graves que ça entraîne, engorge les services d'urgence, surtout du fait que chaque patient est plus compliqué à traiter, du fait des nécessités de l'isolement de ceux-ci. Dans les pays à système de santé défaillant, les services d'urgence, de toute façon, sont débordés de façon chronique et n'ont pas les moyens de prendre en charge cela. Donc ça va se passer ailleurs qu'à l'hôpital. Il va falloir trouver le moyen de déconcentrer, comme d'ailleurs ça a été fait à certains moments, au bout d'un certain temps, pour Ebola, de déconcentrer les groupes de patients pour trouver des modalités de traitement à domicile ou en tout cas plus diffuses. Et pour les pays à système de santé, disons, relativement faible, l'un des enjeux, mais il recoupe celui que l'on a ici en Europe ou en Asie, l'un des enjeux est d'arriver à trouver un diagnostic rapide. Donc un test biologique, comme ça a été fait également pour Ebola, où on est passé d'un test qui prenait 24 à 48 heures à un test qui pouvait être fait en l'espace de 2 heures. Et ça change tout du point de vue du diagnostic, de la mise en route des traitements, de la mise en route des mesures de confinement. Parce que ce qu'il faut absolument éviter, évidemment, c'est l'un des non-dits de l'épidémie d'Ebola, mais qui était évident, qui a été que les centres de traitement d'Ebola ont été des amplificateurs et des accélérateurs de l'épidémie, contrairement à ce que répétait l'OMS, Médecins sans frontières, tout, qui mentait effrontément ou qui se trompait lourdement, disons, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais enfin en tout cas, qui ne voulait pas voir cette réalité. Là, elle apparaît à l'évidence. La préoccupation, l'angoisse de tous les ministères de la Santé, c'est de ne pas faire de l'hôpital un centre d'amplification de l'épidémie. D'où les mesures très strictes et très précises qui sont prises pour éviter cela. Eh bien, il s'agira aussi d'éviter de faire cela dans les pays à système de santé défaillant, parce que là, de ce point de vue-là, le problème est transversal, il se pose à tout le monde. Une chose qui me semble importante à montrer ou à garder à l'esprit et qui n'a pas grand-chose à voir avec les droits de l'homme au sens le plus strict du terme, c'est à la fois l'importance du financement de la recherche fondamentale. On voit bien que les thérapeutiques antivirales, donc la connaissance intime des virus qui suppose une recherche fondamentale en biologie, en immunologie, enfin dans toutes sortes, dans différents compartiments des sciences fondamentales est très important, mais également les sciences sociales, de la géographie à l'anthropologie. Ce sont des savoirs scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre les comportements à la fois du virus et des populations. Donc c'est absolument essentiel. Donc le financement de la recherche est absolument central. Et c'est important de le rappeler à un moment où le financement de la recherche diminue précisément. Et puis l'autre chose que nous rappelle l'épidémie, c'est l'importance du rôle de l'État et des relations de confiance que les pouvoirs publics peuvent nouer avec la population, car il faut avoir à l'esprit que la confiance de la population vis-à-vis des pouvoirs publics est l'ingrédient immatériel absolument fondamental d'une réponse ordonnée et efficace. Des mesures sont tout à fait utiles lorsqu'elles sont appliquées, mais peuvent devenir rapidement contre-productives si elles sont systématiquement détournées parce que les gens n'ont pas confiance dans les pouvoirs publics. Alors le rôle de l'État, d'un État qui est en rapport direct avec sa population, et le rôle de l'État dans le financement de la recherche publique fondamentale et pas seulement la recherche appliquée, voilà ce que l'épidémie de Corona remet à l'ordre du jour, comme d'ailleurs toutes les autres épidémies précédentes. Mais à chaque fois, on semble oublier ces leçons. Donc c'est important, je crois, de le rappeler.